Bonjour à tous, le Nasdaq chute. On a déjà perdu 30% de sa valeur depuis le début de ce mouvement baissier. Les nouvelles qu'on retrouve sur les médias ne sont pas forcément très encourageantes concernant l'évolution future de la cotation de cet indice. Je vous propose que dans cette vidéo, on regarde un petit peu ce qui se passe et on va analyser aussi un petit peu les actions qui cotent dans le Nasdaq. Pourquoi pas? C'est parti! Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant, et dans cette vidéo on va parler du Nasdaq. Et je vous propose que déjà on commence par voir ce qui se dit un petit peu. Le Nasdaq déjà a chuté de près de 5% il y a seulement quelques jours en une journée de cotation, alors 4,7 exactement. C'est énorme. Moi, j'étais pas devant les graphiques ce jour-là, mais je vous avoue que je regrette un petit peu, puisque quand on regardait, il y avait énormément de choses à faire. Il y avait des points d'entrée à la baisse, c'était impressionnant. Donc, je pense que les traders qui étaient présents sur cette cotation ont dû se faire plaisir. Donc, effectivement, une news qui revient souvent, c'est que le Nasdaq pourrait s'écrouler encore de 65%, ce qui totaliserait à peu près 75% de pertes sur la cotation depuis son pic au plus haut du 19 novembre 2021. Ça, c'est des scénarios catastrophes, comme on peut en voir beaucoup. Hein. Je sais que ceux qui ont l'habitude de lire ce genre de revues boursières, vont généralement trouver des articles qui sont toujours pessimistes et qui sont alarmistes. Et en réalité, hein, c'est dans ce genre de site-là qu'on trouve toutes les semaines des news qui vous disent que c'est le krach boursier du siècle qui arrive sur les marchés. Et ces publications-là sont publiées toutes les semaines depuis X années. Donc forcément, peut-être qu'un jour ils auront raison, voilà, c'est ça. Mais moi, ce que je veux absolument, c'est qu'on soit rationnel et qu'on regarde concrètement ce qui se passe sur les graphiques et qu'on n'en a rien à foutre de toutes les influences médiatiques. Donc on va d'ailleurs les fermer, puisqu'on s'en branle. Donc on va parler déjà concrètement de ce qui se passe sur le Nasdaq. Donc le Nasdaq, le pic 22 novembre ici qu'on a, qui est en réalité vraiment le plus haut 22 novembre 2021, le pic ici. Et on va regarder du pic jusqu'à aujourd'hui, au plus bas, on a fait 31,38% de dévaluation. Alors on est remonté un petit peu, hein, on est à 29%, mais on est descendu au plus bas à plus de 31% de dévaluation. Et c'est un peu problématique parce que moi, quand je regarde un petit peu dans mon entourage, les gens qui sont passés par leur conseiller d'investissement ou autre, qui leur ont fait acheter des actions qui cotaient dans le Nasdaq ou autre, alors que c'était assez délicat sur cette période-là, ils sont rentrés sur les plus hauts et aujourd'hui ils chialent. Et même pour certains, la majorité sont sortis parce que leurs conseillers ont dit qu'il fallait vendre quand on était au plus bas. Donc ça, c'est le piège à con. Bien évidemment, rappelez-vous, hein, pour prendre un petit peu l'historique du Nasdaq, on avait courant, alors attendez, je vais juste mettre ça en weekly, ce sera plus simple. Voilà, on avait ici la bulle internet qu'on avait sur les années 2000, on le voit bien ici, voilà la bulle internet, et on a tout simplement, sur les plus hauts ici, voilà, tout le monde était ouf. Ça, c'était une période qui était dingue parce que dès qu'une entreprise qui avait un rapport avec internet sortait et rentrait en cotation boursière, tout le monde achetait ses actions, c'était la folie. C'était un peu l'euphorie parce que c'était la mode en fait. En réalité, on avait Internet qui était en train de révolutionner le monde, qui était en train de révolutionner l'interaction sociale avec les gens, qui était en train de révolutionner le commerce international. C'est d'ailleurs là que se sont créés, et bien sûr ces périodes-là, que a émergé un petit peu Amazon et toutes les grosses plateformes que l'on connaît aujourd'hui. D'autres sont venues par la suite bien évidemment, mais c'est ici... Vraiment, c'était novateur, un petit peu comme ce qu'on connaît actuellement avec la crypto-monnaie, la technologie de la blockchain, les tokens, les cryptos qui sortent, tout le monde est là, ouais, il faut acheter tout ce qui sort, machin truc. On est un peu dans le même délire. Et cette période-là, effectivement, tout ce qui sortait, tout ce qui avait un rapport avec Internet, les gens achetaient sans cesse. Ce qui s'est passé à un moment donné, c'est que la réalité a rattrapé ce délire d'euphorie, et on s'est rendu compte qu'il y avait énormément d'entreprises qui étaient cotées en bourse, c'était du vent. C'était du vent, il n'y avait rien derrière, c'était des projets pourris, ok, ça avait un rapport avec Internet, mais c'était de la merde. On avait également des projets qui étaient solides, mais qui étaient surévalués, x10, x20, x50, x100. Et en réalité, quand la bulle a claqué et qu'on est revenu récupérer les prix de normalité de cotation de ces entreprises, on a eu ce fameux krach de la bulle Internet.
Alors, à la suite de ça, bon, tout le monde s'est dit, bon, ok, c'est bon, ça y est, on se calme, on reprend raison, et on a récupéré. Alors, c'est normal qu'on ait une augmentation de cotation sur les indices, parce qu'on a la valorisation du marché qui augmente jour après jour, semaine après semaine, il y a de nouveaux investisseurs, il y a l'inflation qui fait gonfler également les prix. Donc ça, c'est normal. On a une augmentation de la valeur des actions qui sont cotées dans cet indice. Et c'est de manière générale assez similaire sur l'ensemble des autres indices boursiers. Ce qui se passe par contre, c'est que on a quand même surpassé ce pic euphorique de 258%. Donc effectivement, on n'a eu aucune véritable correction sur l'ensemble de ce mouvement, hormis peut-être ce qui se passe actuellement. Et on a eu, un petit peu courant 2008, une légère baisse, on a repris aussitôt pleine santé. On a eu en 2018 une légère baisse, mais on a repris aussitôt. On a eu avec le Covid une légère baisse, mais on s'est rendu compte que finalement, Internet, il n'y avait pas de frontières, il n'y avait pas de problème avec le Covid, et finalement c'était une fausse peur. On a repété à la hausse, et aujourd'hui, on a ce qui est mis en avant, et c'est ce que je vous disais depuis pas mal de temps. Rappelez-vous, dans les vidéos que je vous faisais l'année dernière, il y a 2 ans, je vous parlais de ces fameuses divergences qui apparaissaient en journalier, qui se maintenaient, qui étaient problématiques. Pourquoi ? Parce que elles étaient très fortes, et que si elles claquaient, on pourrait avoir effectivement des mouvements assez puissants. Elles se sont validées, elles ont claqué, voilà. Donc, je suis pas là pour vous dire que j'ai eu raison, regardez, c'est bien fait pour votre gueule, fallait m'écouter. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je mets juste en avant des indications techniques qui peuvent poser problème. C'est pas parce qu'il y a une divergence qu'il faut absolument vendre, mais ce sont des indications qu'il faut prendre en compte et qui nous montrent qu'il peut se passer, qu'il va peut-être se passer quelque chose sur le marché. C'est tout simplement ce que j'ai fait. Je vous ai mis en évidence ces éléments-là dans mes vidéos précédentes. De cette année, l'année dernière, etc. Effectivement, ça s'est validé, ça aurait pu ne pas se valider, rebondir, annuler la divergence, mais il y avait cet élément qui était présent sur les graphiques, il fallait le prendre en compte, il fallait être attentif. Et effectivement, quand on a des choses comme ça ici, et d'autant plus quand on se rapproche forcément de ces zones assez délicates, avec les niveaux de support qu'on casse, forcément on évite de devenir acheteur dans ces moments-là, on va plutôt être soit conservateur, puis on a une stratégie d'investissement long terme, ou alors revendre si on veut optimiser son point d'entrée à la vente. Quand on fait du trading, on s'en branle puisqu'on s'adapte en fonction de ce qui se passe sur des unités de temps un petit peu plus petites, et on prend en compte le contexte général du marché actuel pour pouvoir rentrer en position. Il n'y a pas de problème que ça monte, que ça descende. Quand on fait du trading, que ce soit un trader, scalping, swing trading, on peut toujours se faire plaisir. Mais là, je parle vraiment dans le cadre d'un investissement long terme, du bon père de famille qui a ses économies durement gagnées, investies. Bon là, effectivement, c'était une très mauvaise idée d'écouter son conseiller en investissement financier et de se positionner acheteur sur ces niveaux-là. C'était un peu des conneries. Votre conseiller en investissement financier, lui, il a encaissé ses commissions, il a encaissé les frais de transaction, il vous a facturé, il a gagné son pognon et il en a rien à foutre que vous gagnez. Triste façon de travailler aujourd'hui. Mais voilà, actuellement, on a cassé ces niveaux-là. On avait cassé le niveau des 14 000 sur le Nasdaq, d'accord, qui a été assez significatif. Et le plat SSB qu'on avait ici, qui a été assez significatif, qui nous a renvoyé chercher des niveaux plus bas. Aujourd'hui, on se trouve sur un niveau qui est assez intéressant, puisqu'on est sur la zone de travail qu'on avait ici à peu près en octobre 2020. C'est-à-dire qu'on va avoir... Alors attendez, je vais un peu nettoyer tout ça. On va avoir un petit peu... Voilà. On va avoir un petit peu le niveau de travail, comme je vous disais, ici d'octobre 2020, qui est en réalité une sorte de niveau de support, d'accord, à peu près sur les 11 500, et on va avoir les 11 000 plus bas également, voilà, on va y avoir ici. Donc ici, ce sont des niveaux, effectivement, de réaction. C'est-à-dire qu'on peut, s'il doit y avoir une reprise haussière généralisée, voilà, hop, c'est sur ces niveaux-là que ça doit se faire. Si jamais on casse ces niveaux-là, on ira chercher des niveaux de support plus bas, évidemment. Mais par contre, voilà, si vous avez une stratégie d'achat sur des niveaux de support et que vous achetez régulièrement tous les mois un petit peu de Nasdaq, etc., c'est à l'arrivée sur ces supports-là, ça devient intéressant de commencer à poser ses billes, d'acheter un petit peu par-ci, d'acheter un petit peu par-là. D'autant plus qu'on va avoir, regardez un petit peu le RSI en zone de survente. Alors attention, il est toujours en zone de survente, on va attendre sa sortie pour valider et la cassure forcément de cette droite de tendance ici pour devenir plus serein dans une reprise haussière. Et quand on aura la cassure de cette droite de tendance ici, ce sera très certainement qu'on pourra avoir un rebond. Encore une fois, c'est un scénario, il peut y en avoir plein d'autres, je ne vous dis pas que c'est ce qui va se passer, mais il faut garder en tête ces possibilités. C'est ce qui va nous permettre, nous, de ne pas être surpris par ce qui se passe sur le marché, de savoir déjà en fonction de comment va s'orienter le marché, de savoir ce qu'on va faire, si on va être acheteur, vendeur, si on va attendre, si on va plutôt consolider un petit peu sur ces niveaux de support-là, etc., etc. Mais
quoi qu'il en est actuellement, on est sur une zone décisive. On est sur une zone décisive parce que cette zone-là, c'est une zone de travail ici sur ce niveau. Et donc ce niveau de support que l'on a là, c'est un niveau de support qui doit tenir. S'il ne tient pas, s'il casse, je ne vous cache pas que on va certainement aller dans une continuité du mouvement baissier et on pourrait peut-être effectivement dans ces cas-là réaliser ou aller vers ce que disaient les médias dans une nouvelle perte de 65% qui ferait perdre jusqu'à 70% de la cotation jusqu'au dernier plus haut. Donc 70% de la cotation, vous vous rendrez compte, ça ferait descendre les prix. Voilà, ça ferait descendre les prix du Nasdaq à presque 5000, à 5000 points. Bon, effectivement, ça ferait une très belle correction, d'accord. Alors, je ne sais pas si on arrivera jusqu'ici, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on avait sur ces niveaux-là la bulle Internet. Et rappelez-vous, eh bien, dans une de mes vidéos, je ne sais plus exactement laquelle c'était, je vous disais, est-ce qu'ici, nous n'aurions pas la bulle des internautes ? Après la bulle des internets, c'est-à-dire que ces sociétés qui, parce qu'elles avaient un rapport avec Internet, c'était l'euphorie, tout le monde achetait, c'est super, c'est beau, c'est magique, Internet ça révolutionne le monde, donc toutes les entreprises qui ont un rapport avec Internet sont forcément révolutionnaires, il faut les acheter, elles sont prometteuses. Non, c'est pas parce que ça a un rapport avec Internet que Internet est tendance, c'est parce que ça a un rapport avec cette tendance que c'est forcément merveilleux, il y a de la merde, il y a des bons trucs, il y a des trucs moyens, c'est tout le temps comme ça. Et la bulle des internautes, qu'est-ce que c'était ? On a eu de plus en plus... Alors on a eu Internet qui a révolutionné le marché, et ensuite, la bulle des internautes, c'est tout simplement l'interaction sociale qui a évolué. Alors, on avait avec la bulle des internets les marchés, les entreprises qui se mettaient à Internet. Il n'y avait pas encore tous les utilisateurs, tous les citoyens qui avaient Internet, mais on avait les entreprises qui commençaient à se digitaliser dans le milieu de la finance, dans le milieu du commerce. C'était révolutionnaire, ce qu'on appelait la bulle Internet. Et aujourd'hui, tout ce mouvement haussier, qu'on a là, c'est ce qu'on appelle la bulle des internautes. La bulle des internautes, c'est quand on a commencé à avoir vraiment de plus en plus, on peut même, je pense, prendre quelques années, on va peut-être même prendre partir de 2012, de plus en plus de citoyens, lambda, vous, moi, eux, etc., qui ont commencé à utiliser Internet pour tout, pour les comptes bancaires, pour l'interaction sociale, pour les jeux vidéo, pour créer des business personnels, des blogs, pour créer du contenu, pour utiliser, se divertir, etc. Internet aujourd'hui est généralisé, hein. On utilise Internet pour tout, on a son téléphone, on a Internet dessus, on a l'ordinateur, on a Internet dessus, on a la box Internet, on a la télé, on a certainement des caméras connectées, des systèmes d'alarme et tout, on utilise Internet. Et la bulle internaute aujourd'hui, c'est toutes les entreprises qui vont directement impacter, pas le secteur commercial ou le secteur de la finance, mais qui vont impacter directement l'individu de façon individuelle. Donc on va avoir les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, on va avoir TikTok, on va avoir également plein de startups qui vont apporter des services aux personnes, mais qui restent vraiment dans le divertissement de l'individu ou dans l'apport de services à l'individu. On est vraiment dans l'utilisation Internet au sens individuel. La bulle des internautes, excusez-moi, c'est ce rapport-là. Et encore une fois, ici, qu'est-ce que c'était ? C'est dès qu'une entreprise sort et apporte un service à l'individu, qui a un petit peu de succès au début et que ça cote en bourse, eh bien on achète. Et on fait surévaluer ces entreprises. On fait surévaluer des entreprises qui sont bonnes, Netflix, Facebook, etc. Et au bout d'un moment, forcément, qu'est-ce qui se passe ? On a une récupération de la réalité, c'est-à-dire que si on est surévalué, eh bien on a un crack qui vient récupérer le prix de normalité. Ce prix de normalité, on le calcule en fonction de l'ensemble des actifs d'une entreprise et on fait la différence avec les passifs de l'entreprise pour avoir sa valeur réelle divisée par le nombre d'actions. On va avoir également tous les gros institutionnels qui, eux, vont faire décaler le marché. Quand ils voient qu'on est trop surévalué, qu'est-ce qu'ils font ? Ils liquident par sécurité pour essayer de prendre de la plus-value. On va avoir également plein d'entreprises qui sont nulles à chier, qui ont tout simplement été achetées par des gens parce qu'on est dans le délire. Effectivement, avec Internet, les gens, comme je vous dis, ça devient individualisé. L'utilisation d'Internet est dans la bulle des internautes, l'utilisation d'Internet devient individualisée et donc on a également le trading. Les gens qui, individuellement, peuvent se mettre tout seuls à faire du trading, à faire des transactions, à monter des choses, créer des choses au niveau individuel et c'est ce qui a permis également de faire de la valorisation sur certains actifs qui aussi sont nuls à chier. Et là, sur le crack que l'on connaît, sur le mouvement baissier que l'on connaît actuellement sur les indices tech, sur les actions tech, excusez-moi, on a plein d'entreprises qui sont en finalité nulles, pas rentables,
qui n'ont aucun avenir d'évolution quand on regarde leur bilan. Effectivement, la réalité rattrape l'euphorie encore une fois. Donc on a un petit peu ce qu'on avait eu ici, mais à une échelle différente, puisque sur la bulle des internets, on n'avait pas autant d'intervenants sur les marchés qu'aujourd'hui. On n'avait pas autant de capitalisation sur les marchés qu'aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a des prix qui sont beaucoup plus décalés à la hausse. Et on va le regarder un petit peu sur, par exemple, les indices qui cotent dans le Nasdaq. On va voir Apple, par exemple. Apple, effectivement, a une très très belle progression haussière. Mais depuis qu'on a eu, effectivement, ces derniers plus hauts sur les 180, 182, on a des difficultés. On a cassé les niveaux de support. Mais c'est pour ça que je voulais vous montrer les actions individuelles. On est ici sur un niveau de support qui est assez intéressant. Anciennement résistance, support. Aujourd'hui, mais en tout cas, s'il doit y avoir une réaction, c'est sur ces niveaux-là. On va aller voir Nvidia qui cote aussi également. Et on est à peu près sur la même chose. On va à peu près avoir, ici, la même évolution. On va avoir à peu près niveau de support, d'accord. Et là, pourquoi pas résistance. Peut-être. Mais on a une corrélation sur l'ensemble des actions qui cotent dans le Nasdaq qui ont à peu près une configuration assez similaire. On va prendre également ici, ces niveaux-là avec résistance, support. Pourquoi pas? Encore une fois, à voir avec l'évolution. Et par contre, Airbnb, je vous montre un peu l'exemple qui est assez jeune, mais on se retrouve quand même sur des niveaux... pourquoi pas, qui peuvent avoir quelque chose à dire, hein. Surtout qu'on se rapproche ici aussi des 100 en termes de prix, donc pourquoi pas. Donc on a une corrélation sur l'ensemble de ces actions qui toutes vont ensemble pratiquement en même temps se reposer sur des supports qui peuvent être très importants. Et cette corrélation sur l'ensemble des actions, ça va donner deux choses. Soit on a la fin du mouvement baissier sur le Nasdaq et on va avoir l'ensemble des actions porteurs sur le Nasdaq qui vont rebondir sur ces niveaux de support-là. Donc il va falloir surveiller, voir ce qui va se passer. Soit au contraire, on enfonce ces supports de manière généralisée sur l'ensemble des actions qui cotent dans le Nasdaq. Et dans ces cas-là, casser ces niveaux de support assez importants peut effectivement envoyer le Nasdaq plonger beaucoup plus bas et aller chercher pourquoi pas les 5000. Il y aurait d'autres niveaux, il y aurait les niveaux ici forcément des 10 000, il y aurait le niveau des 9000 ici, on le voit bien, qui va jouer rôle pareil de support résistance. On va avoir le niveau des 8000 à peu près sur ces niveaux là, on va avoir les 6000, 7000 même ici, voilà qu'on a ici, on le voit bien, on va avoir les 6000 également. Tous ces niveaux-là vont être des zones de frein, des zones sur lesquelles on pourrait pourquoi pas rebondir. Voilà. Donc ça va demander de la surveillance. Et si vous avez une stratégie d'investissement long terme, on peut toujours faire des achats sur ces niveaux de support ici pour se rassurer, se consolider et décaler son PRU à la baisse. En tout cas, voilà, ce qui est sûr, c'est que ce que l'on vit actuellement, c'était prévisible. On a toujours sur des forts mouvements haussiers, on a toujours des corrections, chose qu'on n'avait pas eu ici réellement depuis 2009. Et là, on commence vraiment à avoir une belle correction. Je vais un petit peu décalquer ce qui se passe actuellement sur le Nasdaq. Attention sur la crypto-monnaie. On est encore une fois dans le même délire au niveau de la crypto. C'est novateur, la blockchain, c'est super, impeccable. On peut faire des dérivés avec des NFT, etc. C'est de la belle technologie, effectivement. C'est certainement l'avenir, ça c'est sûr. Ça permet de faire de bonnes choses, d'interconnecter des systèmes entre eux. Et c'est fantastique, c'est super d'avoir une évolution technologique comme ça. Cependant, ce n'est pas parce que un projet a un rapport avec la crypto-monnaie que c'est un bon projet. Il y a plein de gens qui se sont fait niquer sur les ICO. Il y a plein de gens qui vont se faire niquer sur des crashs de crypto. On l'a eu il y a pas très longtemps avec le Luna, par exemple, qui a perdu 99,99% de sa valeur en quelques jours. Donc faites attention, encore une fois, c'est pas parce qu'un projet sort sur un truc qui est tendance en ce moment que c'est absolument quelque chose sur lequel il faut se jeter dessus, acheter aveuglément, tout simplement parce que ouais, c'est tendance, c'est de l'avenir, machin truc. Non, c'est pas si simple que ça. Et d'ailleurs, dans quelque chose qui est tendance, je vais mettre un peu ma caméra en gros, dans quelque chose qui est tendance, vous allez avoir 2%, 3% des projets de business qui ont un rapport avec ce truc tendance qui vont vraiment fonctionner et être porteurs. Vous êtes sûr que plus de 90% des choses qui ont un rapport avec cette tendance, dans moins de 10 ans, elles sont plus là. Dans moins de 5 ans même, elles sont plus là. Et ça a été le cas pour la bulle Internet,
C'est le cas pour la bulle des internautes qu'il y a aujourd'hui. Et ça sera le cas pour le milieu de la crypto-monnaie, le milieu des NFT, tout ce que vous voulez. Tous les projets ne sont pas bons. Faites attention à ça. Quand vous investissez votre argent, il faut le savoir. Je sais qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui espèrent gagner énormément d'argent en investissant, qui prennent des risques inconsidérés, qui vont parfois faire des choses irréfléchies. Attention. C'est pas parce que vous achetez quelque chose de tendance que vous allez gagner de l'argent. Vous pouvez tout perdre, ok? Petit rappel. Voilà, bah écoutez, en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir. Elle a été un petit peu longue, mais je voulais vraiment vous expliquer le contexte, etc. N'oubliez pas le petit pouce, n'oubliez pas d'activer la cloche en vous abonnant. Cliquez sur s'abonner, activez la cloche, c'est très important. Et puis si vous voulez réagir à cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Je sais qu'on est à peu près à 19-20 minutes de vidéo, donc voilà, j'essaie de faire au plus court, mais je voulais vraiment détailler un max. Et puis bah, écoutez, moi je vous dis à demain pour le trading analyse de la semaine à venir. Ciao. Attendez, j'ai pas fait la fin comme je le fais d'habitude. C'était Alexandre, le trader indépendant. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao.